Cette vidéo est sponsorisée par Nebula. Au fil des ans, j'ai réalisé de nombreuses vidéos où je transforme des choses immangeables en nourriture comestible. Et parmi mes transformations préférées, il y a celle des grands plastiques transformés en sauce piquante et celle du diluant à peinture en soda à la cerise. Cependant, une expérience que j'ai toujours voulu réaliser est celle de transformer du polystyrène en bonbons à la cannelle, et comme mes autres expériences, celle-ci peut sembler illogique à première vue. Toutefois, au moins en théorie, ça devrait être possible, car la matière à partir de laquelle ces emballages sont produits est issue d'un plastique connu sous le nom de polystyrène, qui lui-même est constitué d'un ensemble de petites molécules appelées styrène. Le styrène est un produit chimique assez intéressant en soi, mais ce que je trouve encore plus fascinant avec ce composé chimique, c'est qu'il ressemble étonnamment à ceci, qui est la substance chimique naturelle donnant à la cannelle son odeur et sa saveur. La seule différence est que l'arôme de cannelle appelé le cinnamaldéhyde a des composés supplémentaires situés plus haut dans sa structure. Sinon, ils sont quasiment identiques. Et c'est vraiment fou qu'un si petit changement puisse transformer un produit potentiellement carcinogène en un goût de cannelle. Mais quoi qu'il en soit, dès que j'ai vu ça, j'ai su qu'il devait être possible de les faire passer d'un état à l'autre. Et le plan que j'avais élaboré dans mon esprit était relativement simple. Tout ce que j'avais à faire, c'était de prendre de la mousse de polystyrène et de le décomposer en styrène, utiliser un peu de chimie pour le transformer en arôme de cannelle, puis utiliser ça pour espérer en faire des bonbons à la cannelle savoureux. Le seul souci, c'était que ce serait bien plus compliqué de réussir à réaliser ça dans la vraie vie, et en réalité je n'étais même pas sûr que ça fonctionnerait, mais comme d'habitude, je me suis dit qu'il n'y avait qu'une façon de le découvrir. Mais quoi qu'il en soit, la première chose dont j'avais besoin pour commencer était de la mousse de polystyrène. Et par chance, en rangeant plus tôt dans la semaine, j'avais trouvé ce sac entier de gobelets. En fait, je n'ai aucune idée de l'endroit où je les avais eus, ni pourquoi ils étaient dans mon labo. Mais comme je ne les utilisais jamais, je me suis dit qu'ils seraient parfaits pour ce projet. J'ai donc pris la décision de les utiliser et la première chose que je devais faire était de retirer complètement tout l'air contenu dedans. C'est parce qu'en général, le polystyrène est constitué principalement d'air, et même si ce gobelet a l'air d'être solide, il contient environ 95% d'espace vide. Tout cet espace vide est en réalité un assez bon isolant et il permet de garder les choses chaudes ou froides très efficacement. Mais dans mon cas, ce volume supplémentaire représentait un problème. Il fallait donc que je m'en débarrasse, ce qui allait être assez facile. Il me suffisait de prendre un grand plat et d'y ajouter du dissolvant à l'acétone. J'ai ensuite pris le gobelet. Je l'ai soigneusement immergé et presque immédiatement, j'ai pu voir qu'il libérait plein de petites bulles d'air. On pouvait également entendre un bruit de pétillement très agréable, que je trouvais assez satisfaisant, et en continuant d'appuyer, il était lentement dissous par l'acétone. Puis, au cours des 15 secondes suivantes, la totalité du gobelet a progressivement disparu, et finalement il ne me restait plus qu'une petite flaque de matière visqueuse. À ce stade, ce que j'avais était bien différent de la mousse de polystyrène avec laquelle j'avais commencé, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aucune réaction n'avait eu lieu. Chimiquement, c'était toujours exactement la même chose que le polystyrène, qui est fabriqué à partir d'un plastique du même nom, mais la seule différence était qu'il n'était désormais plus gonflé d'air. C'est parce que l'acétone peut partiellement dissoudre le polystyrène, ce qui le ramollit, et qui permet également à tout l'air de s'échapper. Il ne restait donc plus qu'un tas de plastique qui occupait près de 95% d'espace en moins, et tout ce que j'avais à faire par la suite était d'ajouter le reste des gobelets. J'ai donc continué à les ajouter un par un. Mais j'ai rapidement compris que procéder de cette manière allait prendre un temps considérable, et j'ai finalement commencé à en mettre plusieurs en même temps d'un seul coup. Ce qui était bien, c'est qu'ils fondaient aussi vite que les gobelets individuels, et encore une fois, je trouvais ce processus étrangement satisfaisant. Cependant, je dois préciser que même s'il n'y avait pas de réaction chimique en cours, beaucoup de vapeur d'acétone se dégageait et avoir un solvant ouvert comme ça représente un grand risque d'incendie. En outre, la substance en question est absolument épouvantable lorsqu'elle s'enflamme, car elle adhère à toutes les surfaces et un produit très semblable à celui-ci est employé dans la fabrication du napalm utilisé de nos jours. Cependant, une fois les derniers gobelets disparus, il me restait cette énorme masse informe de polystyrène qui,
comme je viens de le mentionner, était extrêmement inflammable et très collante. Néanmoins, c'était juste parce qu'il était complètement imbibé d'acétone et pour le transformer en quelque chose avec lequel je pourrais réellement travailler, je devais l'assécher. J'ai donc rapidement versé autant d'acétone que possible, après quoi, j'ai transvasé toute cette substance visqueuse sur une grande plaque de cuisson. J'ai également fait de mon mieux pour l'étaler le plus uniformément possible, et encore une fois, je pense qu'il est important de mentionner que c'était très risqué en termes d'incendie. Mais quoi qu'il en soit, tout ce que j'avais à faire était de le laisser reposer et d'attendre que l'acétone s'évapore. Et après quelques jours, voici ce qu'il me restait. À l'extérieur, il semblait être bien sec, mais ce qui était un peu agaçant, c'est qu'à l'intérieur, il était encore assez mou et collant. J'ai compris que si je voulais qu'il sèche complètement, je devais commencer par le briser en morceaux et heureusement, ça s'est avéré plutôt facile. La texture était également intéressante et elle me faisait un peu penser à une quesadilla qu'on émiette. Quand j'ai estimé qu'il était assez brisé, je l'ai laissé sécher quelques heures, puis je suis revenu pour le diviser à nouveau. J'ai alors répété ce processus encore quelques fois et je l'ai laissé toute la nuit pour qu'il sèche complètement. Le matin, je me suis retrouvé avec de beaux morceaux de polystyrène sec. Le seul souci était que les morceaux étaient trop gros, alors que je cherchais à obtenir de la poudre. J'ai donc décidé de les placer dans un mixeur. J'ai ensuite mis en marche le mixeur sur la puissance maximale et ils ont immédiatement commencé à être déchiquetés. Ça fonctionnait même mieux que ce que j'avais imaginé et après seulement quelques minutes, les morceaux commençaient déjà à avoir l'aspect d'une poudre qui me convenait parfaitement. Mais une chose me dérangeait particulièrement. C'était de voir de la vapeur d'acétone se condenser sur les côtés du mixeur. Je pensais vraiment que toutes les traces d'acétone avaient disparu. Mais il est évident qu'il en restait encore un peu, et c'était à la fois agaçant et potentiellement extrêmement dangereux. En effet, s'il en restait suffisamment, il pourrait figer toute la mixture, et en théorie ça pourrait aussi s'enflammer et potentiellement provoquer l'explosion du mixeur. J'ai donc décidé d'arrêter l'expérience immédiatement, et il me fallait à présent regarder tout ça d'un peu plus près. Il fallait que je m'assure que l'arrêt prématuré du mixeur n'avait pas laissé de gros morceaux dedans, et c'était en fait bien mieux que ce que j'espérais. C'était aussi exactement ce que j'espérais obtenir, juste un joli petit tas de polystyrène en poudre. Et ça prenait beaucoup moins de place que tous les gobelets avec lesquels j'avais commencé. Mais le plus important, c'est qu'il était maintenant sous une forme dont on pouvait réellement se servir. Après plus d'une semaine d'attente, il était enfin temps d'essayer de transformer ce plastique en une saveur de cannelle pour le moins étonnante. J'ai donc pris la décision de commencer immédiatement, et la première chose que j'allais devoir faire était de décomposer intégralement tout ce polystyrène pour le réduire simplement en styrène. Après avoir fait quelques recherches, ça ne m'a pas paru trop difficile, et j'ai pu trouver quelques personnes sur YouTube qui l'avaient déjà fait. J'ai même réussi à trouver cet article vraiment utile et qui décrivait le processus en détail. Cet article suggérait également d'utiliser un catalyseur appelé oxyde de magnésium, ce qui me semblait assez intéressant, et je voulais vraiment l'essayer. Alors, j'ai décidé de me lancer, et la première étape était de prendre un ballon et de verser soigneusement toute ma poudre de polystyrène granuleuse dedans. J'ai ensuite ajouté 65 g d'oxyde de magnésium qui, comme je l'ai dit précédemment, devrait normalement servir de catalyseur. Théoriquement, il aurait été judicieux de mélanger tout ça, mais je ne pensais pas que c'était nécessaire et honnêtement, j'avais un peu la flemme. À la place, j'ai vite nettoyé le ballon. J'ai enlevé la poudre et j'ai commencé à monter le reste du dispositif. Pour ce faire, j'ai ajouté un condenseur à trajet court au col central et j'ai scellé les deux autres avec des bouchons, car je n'allais pas m'en servir. J'ai ensuite attaché un adaptateur à vide et un ballon à l'autre extrémité du condenseur, et une fois que tout était en place, la configuration était presque prête. Il ne me restait plus qu'une seule chose à faire. C'était de placer un chauffe-ballon sous le ballon à réaction et de brancher les arrivées et les sorties d'eau au condenseur. Après ça, tout était prêt. Quand je me suis senti prêt, j'ai simplement augmenté le chauffage et j'ai attendu patiemment qu'il devienne bien chaud. Cependant, pendant un moment,
Il n'y avait pas l'air de se passer grand-chose et au cours des 15 minutes suivantes, la seule chose qui s'est passée, c'est qu'il a légèrement rétréci. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à m'inquiéter un peu de la possibilité d'avoir tout gâché en ne mélangeant pas correctement le catalyseur, mais presque à ce moment-là, j'ai commencé à apercevoir un petit nuage de fumée. Puis de plus en plus de fumée est apparue, remplissant le dispositif, et j'ai senti que c'était un signe encourageant, parce que ça démontrait clairement que quelque chose se passait, et on pouvait voir concrètement le polystyrène commencer à se décomposer. Pour autant que je sache, ce phénomène était principalement causé par la chaleur seule qui entraînait une séparation lente des longues chaînes polymères du plastique. Cependant, au même moment, tout l'oxyde de magnésium servant de catalyseur était censé aider dans ce processus et le rendre beaucoup plus rapide. La seule chose qui m'embêtait était qu'à ce moment-là, cette fumée ne semblait pas être du styrène, et je pense qu'elle était principalement composée de petits fragments de polystyrène. Afin de le désagréger complètement et d'obtenir des molécules de styrène, j'allais devoir continuer à le chauffer et le laisser cuire davantage. J'ai donc continué à faire chauffer le mélange et alors que la température se rapprochait lentement de 400 degrés Celsius, un liquide a commencé à se former. Ce qui était vraiment très agréable à voir. C'est parce qu'en théorie, il devait principalement être composé de styrène, donc maintenant il ne me restait plus qu'à attendre. Je l'ai donc laissé reposer et au cours des heures qui ont suivi, j'ai lentement recueilli un liquide jaune trouble. Cependant, il s'est finalement arrêté de couler, et quand j'ai regardé dans l'autre ballon, j'ai vu qu'il ne restait pratiquement rien à l'intérieur. Il ne restait maintenant plus qu'une sorte de croûte noire qui était probablement composée en grande partie du catalyseur, avec une petite quantité de goudron. C'était un très bon signe que presque toute la matière se soit transformée, et à ce stade, la réaction était définitivement terminée. J'ai donc éteint le système de chauffage et je suis retourné vers l'autre ballon qui était rempli de mon magnifique liquide jaune. Comme je l'ai mentionné auparavant, le liquide devait principalement être composé de styrène et j'étais assez content de la quantité obtenue. Mais étant donné que le styrène pur est clair et incolore, il était évident qu'il était plein d'autres impuretés. Il fallait impérativement que je le nettoie un peu. Donc pour commencer, j'ai rapidement tout versé dans une ampoule à décanter. Ce qui a ensuite provoqué une séparation en deux couches, et la couche inférieure, pour autant que je sache, n'était constituée que d'eau mais je ne suis pas tout à fait sûr de sa provenance. Ça n'avait cependant pas d'importance car c'était tout simplement des déchets, et pour m'en débarrasser, je l'ai simplement égoutté rapidement. Je me retrouvais avec un liquide jaune qui était toujours aussi sale qu'auparavant, donc pour continuer à le nettoyer, j'ai décidé de le verser dans un bécher. Puis, j'ai ajouté une grande quantité de poudre blanche appelée sulfate de sodium, espérant qu'elle absorberait toute l'eau qui aurait pu encore être présente dans le liquide. J'espérais aussi que ça éliminerait toute la turbidité, et quand je suis revenu environ 20 minutes plus tard, le mélange était devenu clair et cristallin, ce qui m'a vraiment réjoui. Le seul bémol dans tout ça, c'était que le sulfate de sodium n'avait pas réussi à éliminer la couleur jaune, et il restait donc visiblement encore pas mal d'impuretés. J'allais donc devoir continuer à le nettoyer encore un peu, et pour ce faire, j'ai commencé par le verser dans un entonnoir contenant du coton au fond. Le coton bloquerait efficacement tout le sulfate de sodium que j'aurais potentiellement pu transférer par accident, et chaque élément est alors filtré directement dans un nouveau ballon à fond rond. Ensuite, une fois que tout avait finalement été filtré, j'ai retiré l'entonnoir et j'ai rapidement remonté quasiment le même dispositif qu'auparavant. La seule différence cette fois-ci, c'est que j'avais inclus un thermomètre, ce qui dans ce cas était extrêmement important. Une fois tout mis en place, j'ai alors augmenté le chauffage et en seulement quelques minutes, ça commençait déjà à bouillir. Il y avait aussi de la vapeur qui s'échappait rapidement le long de la colonne, et quand elle a finalement atteint le condenseur, j'ai commencé à recueillir quelques gouttes de liquide incolore et cristallin. C'était vraiment intéressant de pouvoir observer ça car ça montrait que la distillation éliminait définitivement cette horrible substance jaune. Sauf qu'en réalité, ce n'était pas vraiment du styrène. Ce n'était en réalité qu'un sous-produit aléatoire. Et je le savais parce que la température sur le thermomètre était seulement d'environ 40 degrés, ce qui indiquait que la vapeur qui se dégageait était à peine tiède. C'était loin d'être assez chaud pour être du styrène, qui devrait être au-delà des 100 degrés.
Il fallait juste que j'attende que la température monte lentement. Alors je me suis juste assis là à regarder s'accumuler peu à peu plus de liquide transparent, et quand il a finalement atteint environ 100 degrés, il a commencé à paraître un peu laiteux. C'est également à ce moment-là que j'ai commencé à être de plus en plus nerveux car la température ne cessait d'augmenter, et que d'une manière ou d'une autre, il n'y avait réellement pas de styrène ici, et c'est une inquiétude que j'ai lors de la plupart de mes distillations. Cependant, avec un peu de chance, la température s'est finalement arrêtée exactement à 142 degrés Celsius. Ce qui était extrêmement proche du point d'ébullition du styrène. Et ça m'a permis de comprendre que tout ce qui se distillait était probablement du styrène presque pur. Donc je me suis rapidement débarrassé de ce ballon plein de résidus, et je l'ai remplacé par un nouveau. Au fond de ce nouveau ballon, j'ai aussi ajouté une très petite quantité de quelque chose appelé 4-terbutylcatéchol, un composé chimique qui aiderait à stabiliser le styrène et à empêcher qu'il ne redevienne du polystyrène spontanément. Toutefois, à ce stade, il me fallait juste attendre encore un peu et pendant les 30 minutes qui ont suivi, tout le styrène s'est lentement distillé. Pendant ce temps, je surveillais la température. Quand elle a commencé à grimper, j'ai su que la distillation était finie. Alors, j'ai éteint le chauffage, j'ai retiré le ballon et je me suis retrouvé avec une bonne quantité de liquide clair et pur. C'était assez étrange de penser qu'autrefois, c'était un tas de gobelets en polystyrène. Cela dit, en me basant uniquement sur l'odeur et le point d'ébullition, j'étais sûr à 99,9% qu'il s'agissait de styrène. Mais pour en être absolument sûr, je devais réaliser quelques tests. Ces tests étaient rapides à faire, et il me suffisait de passer un peu de substance dans les deux petits appareils dont je dispose. Le premier appareil réalise une analyse FTIR et le second une analyse RMN du proton. J'ai ensuite obtenu ces résultats, qui peuvent vous sembler totalement insignifiants, mais qui, une fois mis ensemble, m'ont confirmé qu'il s'agissait bien de styrène et qu'il était relativement pur. Maintenant, sachant ça, je pouvais passer à l'étape suivante qui, je pense, est très intéressante, car même si tout ce styrène sentait juste le plastique et me donnait presque mal à la tête, il était en fait assez proche d'avoir un goût de cannelle. En théorie, il ne me manquait plus qu'une seule étape, et la seule chose qui manquait était cette petite section ici. Ce qui signifiait que j'allais bien sûr devoir l'ajouter, et même si cela ne semblait pas être trop compliqué, ça allait être la partie la plus difficile. Cependant, grâce à une simple recherche sur Google, j'ai rapidement trouvé sur Wikipédia un article qui affirmait que c'était possible en utilisant la réaction de Wills-Meyer-Hack. Malheureusement, trouver une procédure concrète n'était pas aussi simple. Mais après avoir cherché pendant un moment, j'ai finalement pu en trouver une dans cet article, et elle était même mieux que ce que j'espérais. Alors j'ai décidé de me lancer et de l'essayer. Pour commencer, je suis allé chercher un ballon neuf et j'y ai ajouté 70 ml d'un solvant appelé diméthylformamide, ou DMF en abrégé. J'ai ensuite ajouté un agitateur, ainsi qu'un grand récipient rempli de glace et pour finir une barre d'agitation. J'ai mis en marche l'agitateur. J'ai ajouté un thermomètre, une ampoule à brome ainsi qu'un bouchon. Une fois que tout a été mis en place, je devais attendre que le DMF refroidisse et pendant ce temps, je suis allé chercher un autre produit chimique, l'oxychlorure de phosphore. C'est vraiment un produit chimique horrible, à la fois très corrosif et assez toxique, mais c'était exactement ce dont j'avais besoin pour créer mon arôme de cannelle. J'ai ajouté environ 37 grammes dans l'ampoule à brome. J'ai ensuite soigneusement scellé le haut et je suis allé vérifier le thermomètre, qui était extrêmement difficile à lire, mais il indiquait que le DMF était maintenant à moins de 10 degrés. Ça signifiait que tout était prêt pour l'expérience, et lorsque je me suis senti prêt moi aussi, j'ai soigneusement ouvert l'ampoule à brome et j'ai libéré le chlorure d'oxyphosphore. J'ai alors fait de mon mieux pour l'ajuster afin qu'il soit ajouté à un rythme lent mais régulier, et tout ce que je devais faire, c'était simplement de surveiller la température pour m'assurer qu'elle ne dépasse pas les 20 degrés. Car si jamais ça arrivait, la réaction pourrait potentiellement devenir incontrôlable, et même si ça n'exploserait pas, ça pourrait créer une ébullition. Cependant, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il ne semblait pas vraiment se passer grand-chose, et ça donnait presque l'impression que je me contentais d'ajouter de l'eau à davantage d'eau. Mais en théorie,
Le puissant oxychlorure de phosphore était censé réagir et se combiner avec le DMF afin de créer une nouvelle molécule et qui est connue sous le nom de réactif de Vilsmeyer. Il était censé être le principal ingrédient actif dans cette réaction, et dans quelques minutes vous verrez pourquoi il était si important de le fabriquer. Ceci étant dit, une fois que tout a été ajouté, j'ai retiré l'ampoule à bromer, il ne me restait plus qu'à simplement le laisser remuer un peu pour m'assurer que tout avait bien réagi. Pendant que j'attendais, c'était le moment parfait pour aller chercher tout le styrène que je venais de produire et pour mesurer la quantité dont j'avais besoin. Lorsque j'ai décidé de réaliser cette expérience, j'étais vraiment tenté de tout risquer et d'utiliser toute la quantité. Mais en même temps, je savais que c'était une très mauvaise idée. Car il y a eu bien trop souvent des expériences qui ont complètement échoué, et étant donné que je n'avais jamais réalisé celle-ci auparavant, je n'étais vraiment pas très confiant. Au final, j'ai décidé de ne prendre que 27,5 ml de styrène, soit un tiers de ce que j'avais récolté, ce qui me permettrait quelques tentatives supplémentaires si ça se terminait par un échec total. Ceci étant dit, à ce moment-là, le réactif de Vilsmeyer était maintenant fin prêt et l'étape suivante consistait à ajouter lentement tout le styrène. J'ai donc commencé par verser juste une petite quantité et au début, il ne semblait vraiment pas se passer grand-chose. On aurait vraiment dit que ça allait encore être une autre étape où j'aurais l'impression de juste mélanger de l'eau avec de l'eau. Sauf qu'au bout du compte, la solution a réellement commencé à changer de couleur. Ça montrait qu'il se passait manifestement une sorte de réaction, et en théorie, le styrène aurait dû attaquer le réactif de Vilsmeyer et former une liaison chimique avec lui. Ce qui conduirait alors à la formation de ce nouvel intermédiaire, qui serait essentiellement une combinaison des deux molécules, et maintenant ça commençait à ressembler un peu plus au cinamaldéhyde. Ce que je trouvais également intéressant, c'était que cet intermédiaire avait techniquement une seconde forme qui existait en même temps, ce qui sera important pour plus tard. Mais dans tous les cas, ce que je devais faire à présent, c'était de m'assurer que tout avait bien réagi ici, et pour ça, j'allais devoir le chauffer. J'ai donc vite retiré la glace. Je l'ai remplacée par de l'eau et j'ai ajouté un autre thermomètre. J'ai ensuite augmenté le chauffage et au fur et à mesure qu'il se réchauffait, la couleur passait graduellement à l'orange, puis à quelque chose qui ressemblait un peu à un délicieux jus de canneberge. Bien entendu, il s'agissait toujours d'un tas de produits chimiques toxiques et cancérigènes, et malgré l'aspect attrayant du produit, il aurait été absolument stupide d'y goûter. Quoi qu'il en soit, la température a finalement atteint les 55 degrés, et selon la procédure, c'est laquelle était censée chauffer soudainement. Il était également indiqué qu'il pouvait potentiellement chauffer au point de devoir être refroidi, mais pour une raison quelconque, ça n'a pas semblé se produire. Il semblait pourtant s'assombrir progressivement, ce qui signifiait que la réaction continuait. J'ai donc attendu une demi-heure pour m'assurer de ne pas provoquer de catastrophe, et quand tout m'a semblé sécurisé, j'ai décidé d'augmenter la température encore davantage. Elle a continué de chauffer lentement, et après 45 minutes, elle est devenue plus sombre. En fait, lorsque la température a atteint environ 75 degrés, la solution était presque noire, et à ce moment-là, la réaction était probablement presque terminée. Juste pour être absolument sûr que la réaction était complètement achevée, j'ai dû laisser reposer ainsi pendant une autre heure. Lorsque je suis revenu, j'ai été quelque peu surpris de voir que c'était devenu encore plus sombre, et maintenant, j'étais prêt à passer à l'étape finale de la réaction. Alors, j'ai rapidement démonté tout le dispositif et transféré le contenu dans un bécher entouré de glace. En effet, ce que je devais faire maintenant était pratiquement l'inverse de l'étape précédente et je devais le refroidir autant que possible. Je devais le rapprocher autant que possible de 0 degré Celsius et pendant que j'attendais, je devais aussi mélanger une autre solution. Alors, je suis parti chercher un bécher et j'y ai ajouté 340 ml d'eau, suivi par 133,5 g de ce que l'on nomme acétate de sodium anhydre. J'ai ensuite commencé à le mélanger pour le dissoudre lentement, et après seulement quelques minutes, il avait presque entièrement disparu. Une fois prêt, je pouvais retourner vérifier l'autre mélange, qui pendant ce temps s'était partiellement solidifié, mais lorsque j'ai constaté ça, j'étais un peu inquiet que ça puisse poser problème. Mais en même temps, je me disais que ça devait être une réaction normale.
La température était de 0 degré, exactement ce que je voulais. Alors j'ai décidé de continuer. J'ai donc commencé par ajouter une très petite quantité de la solution d'acétate de sodium, et presque immédiatement, ça a commencé à se délier. J'étais très heureux de voir ça, mais en même temps, la température commençait également à remonter, et je devais m'assurer que le liquide reste frais. Mais ce qui était censé se passer ici était plutôt excitant à voir. Car toute l'eau présente dans la solution que j'ajoutais aurait dû s'en prendre à l'intermédiaire précédent. Plus précisément, elle aurait dû attaquer cette forme de l'intermédiaire, en provoquant l'éjection d'une partie de celui-ci, et en menant à la formation du cinamaldéhyde final. Par ailleurs, il est important de mentionner que tout l'acétate de sodium contenu dans la solution ajoutée avait une fonction. Mais il était là pour agir comme ce qu'on appelle un tampon, qui aiderait à maintenir le pH constant, ce qui était très important pour cette réaction. Lorsque j'ai fini de l'ajouter, je l'ai laissé remuer un peu plus longtemps, et quand il m'a semblé que la couleur avait cessé de changer, je l'ai sorti du bain de glace. Je l'ai ensuite placé avec précaution dans un bain d'eau chaude que j'avais préchauffé à 75 degrés, parce qu'apparemment, il fallait que je le chauffe encore une fois. Cependant, avec un peu de chance, ça devrait être la dernière fois que j'ai à faire ça, juste pour être absolument certain que tout avait réagi. Ainsi, je pourrais obtenir un maximum de cinamaldéhyde. En supposant bien sûr que la réaction fonctionne vraiment. Quand je suis revenu 15 minutes plus tard, rien n'avait changé, la seule différence notable était que le mélange était un peu plus clair. À ce stade, l'expérience aurait dû être finie, et il ne me restait plus qu'à le mettre au frigo pour qu'il refroidisse. Je l'ai laissé reposer toute la nuit, et le matin en ouvrant la porte, j'ai tout de suite senti une agréable odeur de cannelle. En même temps, j'étais à la fois vraiment excité et assez surpris par ce que je voyais, car à la surface, il y avait maintenant ce qui semblait être une épaisse couche d'huile. Il était très probable que ce ne soit pratiquement que du cinamaldéhyde, et c'était un très bon signe. Le seul élément vraiment regrettable était que tout ce cinamaldéhyde potentiel semblait noir et était visiblement plein d'impuretés. Donc, même si c'était assez tentant, le goûter dans cet état aurait été une idée absolument épouvantable, et il était clair que je devais le nettoyer. Le côté positif, c'est que le processus était censé être relativement simple, et la première étape a consisté à verser le tout dans une ampoule à décanter. J'ai ensuite ajouté par-dessus 100 ml d'un solvant appelé éther diéthylique, qui a immédiatement pu se mélanger avec la couche huileuse du dessus. Puis, je l'ai scellé avec un bouchon. Je l'ai retiré du support et j'ai commencé à le secouer. Le but en faisant ça était de forcer l'éther diéthylique et l'eau à se mélanger, ce qui devrait aider l'éther à extraire tout le cinamaldéhyde qui aurait pu rester coincé dans l'eau. Lorsque j'ai finalement estimé que je l'avais suffisamment secoué, je l'ai remis sur le support, et au cours des minutes suivantes, il s'est à nouveau séparé en deux couches. Mais cette fois, la couche d'eau inférieure était devenue bien plus claire, ce qui était un signe que l'éther avait sans doute extrait du cinamaldéhyde. En gardant ça à l'esprit, j'ai alors soigneusement évacué toute cette eau rouge. J'ai pris le mélange d'huile et d'éther qui restait dans l'entonnoir, et je l'ai versé dans un bécher. Ensuite, après ça, j'ai remis toute l'eau dans l'ampoule à décanter. J'ai ajouté de l'éther et j'ai répété exactement le même processus d'extraction 4 fois supplémentaire. Je faisais ça simplement pour m'assurer d'avoir absolument tout extrait, et une fois terminé, il me restait un bécher rempli d'un joli liquide rouge. La majorité du liquide était juste constitué de l'éther que j'avais ajouté, et seule une petite quantité était l'huile que je voulais réellement. Mais le plus important, c'est que c'était déjà beaucoup plus propre que ce avec quoi j'avais commencé. Le seul inconvénient, c'était qu'il restait à coup sûr encore un tas d'impuretés à l'intérieur et que j'allais devoir éliminer moi-même. Pour commencer ce processus de nettoyage, j'ai dû tout remettre dans une ampoule à décanter. J'ai ensuite ajouté 100 ml d'eau, qui a presque immédiatement viré au jaune, ce qui m'indiquait qu'elle était clairement en train d'extraire pas mal de saleté. Mais ce que j'espérais vraiment, c'était qu'elle allait éliminer tout le DMF présent dans le mélange réactionnel initial que l'éther avait sûrement récupéré. Je souhaitais également être absolument certain que tout ce DMF avait complètement disparu avant de passer à autre chose,
et la technique la plus facile pour y parvenir était de le laver avec une énorme quantité d'eau. J'ai donc décidé de répéter cette même technique de lavage 5 fois de plus, ce qui aurait dû largement suffire, et à la fin, l'eau était presque incolore. Ça signifiait probablement qu'elle n'était plus en train d'extraire grand-chose, et j'ai rapidement évacué toute l'eau restante. J'ai ensuite pris tout ce liquide légèrement moins rouge, et je l'ai transféré dans un ballon, puis je l'ai préparé pour une distillation. J'ai alors augmenté le chauffage dans le but de me débarrasser de tous les terres restants, et à peine quelques minutes plus tard, il était déjà en train de bouillir. Après ça, il n'a fallu environ que 30 secondes pour commencer à recueillir de l'éther parfaitement clair dans le bécher, et maintenant, il me suffisait d'attendre que tout se transfère. Le processus ne devait pas prendre longtemps, et environ 20 minutes après, c'était presque fini. Ce qui restait dans le ballon était maintenant un liquide très foncé et visqueux. Et même si ça n'en avait pas l'air, théoriquement il était plus propre que l'huile avec laquelle j'avais commencé cette expérience. Pour obtenir du cinamaldéhyde pur, il était nécessaire de le nettoyer encore un peu, et la façon la plus simple était une autre distillation. J'ai donc soigneusement transféré le tout dans un ballon beaucoup plus petit, et j'ai rapidement monté à peu près le même dispositif. La seule petite différence cette fois-ci, c'était qu'au lieu de tout rassembler dans un bécher ou un ballon unique, j'allais devoir utiliser 3 ballons et aussi connecter une rampe à vide. Tous ces éléments supplémentaires ont rendu les choses beaucoup plus compliquées, mais il s'agissait toujours plus ou moins de la même chose, et tout prendra sens dans un instant. Quoi qu'il en soit, quand je me suis senti prêt, j'ai allumé ma pompe à vide, et j'ai soigneusement évacué tout l'air du montage. J'ai également augmenté le chauffage, et quelques minutes plus tard, j'ai vu que le liquide commençait déjà à bouillir. La vapeur a aussi commencé à s'élever hors du ballon, et il ne m'a pas fallu longtemps avant que je ne commence à recueillir un joli liquide incolore. C'était très excitant, et j'étais très heureux de voir qu'il n'avait pas pris une vilaine couleur rouge. Sauf que comme la dernière fois, je savais très bien qu'il ne contenait malheureusement que des déchets. Car lorsque j'ai regardé le thermomètre, j'ai vu qu'il n'était qu'à environ 30 degrés, ce qui était encore bien trop bas pour que ce soit du cinamaldéhyde. La température continuait cependant de monter, ce qui était bon signe, et il me suffisait simplement d'attendre patiemment qu'elle atteigne le point d'ébullition du cinamaldéhyde. La seule difficulté était que comme toute l'expérience se déroulait sous vide, le point d'ébullition du cinamaldéhyde allait être bien plus bas que sa température normale, qui est d'environ 248 degrés. Mais au lieu de ça, la température devrait probablement avoisiner les 100 degrés, une valeur qui a été obtenue grâce à cette calculatrice en ligne, mais qui est difficile voire pratiquement impossible à prédire parfaitement. Je craignais donc d'avoir du mal à le différencier des autres impuretés dont je devais le séparer. Mais je ne pouvais pas vraiment faire grand-chose à ce sujet. Il n'était également absolument pas envisageable de le faire sans une pompe à vide et en présence d'air, car ça aurait inévitablement causé l'oxydation et la destruction d'une grande partie du cinamaldéhyde. Donc, tout ce que je pouvais faire c'était de continuer à attendre patiemment, en surveillant la température et en espérant qu'elle s'arrête magiquement à 100 degrés. Cependant, en résumé, ça ne s'est pas produit, et la température a atteint les 125 degrés, ce qui était bien plus haut que ce qui était prévu. Comme je viens de le mentionner, il est toujours difficile de prédire le point d'ébullition sous vide, et il était très probable que le cinamaldéhyde ait déjà commencé à se distiller. Ce qui m'a également fait penser ça, c'est que lorsque je l'ai regardé de plus près, il semblait légèrement jaune tout comme le cinamaldéhyde pur, et j'ai décidé de continuer ainsi. J'ai donc soigneusement tourné l'extrémité du dispositif, ce qui m'a permis de changer le ballon sans rompre le vide, et maintenant, il fallait que je sépare complètement cette fraction. J'ai continué à collecter cette huile jaune tout en surveillant la température, et le ballon s'est peu à peu rempli au cours de l'heure qui a suivi. À un moment, la température a brutalement chuté, me signalant que des substances à point d'ébullition plus élevé allaient commencer à arriver. Et quand j'ai regardé dans le ballon d'origine, il ne restait plus que des résidus rouges. À ce stade, le processus de distillation était terminé et j'étais presque sûr d'avoir obtenu du cinamaldéhyde assez pur et relativement propre. La seule chose qui me préoccupait,
c'était qu'il était manifestement beaucoup plus jaune que le cinnamaldéhyde pur ne devrait l'être, et l'idée de le goûter dans cet état me rendait franchement mal à l'aise. Alors juste pour être sûr et me rassurer, j'allais malheureusement devoir le purifier encore un peu plus, et pour ça, j'ai rapidement monté un tout nouveau dispositif de distillation. J'ai ensuite augmenté le chauffage et il n'a pas fallu longtemps avant que quelques gouttes ne commencent à se former. Mais cette fois, j'ai décidé de collecter une quantité décente avant de changer de ballon. Ça me permettrait de garantir l'élimination des impuretés et une fois suffisamment collecté, je suis passé au second. Ce que je recueillais maintenant devait être du cinnamaldéhyde extrêmement pur, et ce qui était vraiment agréable à voir, c'était qu'il était nettement moins jaune. J'ai ensuite continué et attendu que la température chute soudainement, et quand ça s'est produit, je l'ai rapidement transféré dans le troisième ballon. J'ai aussi éteint le chauffage ainsi que la pompe à vide, et à ce moment-là, on peut dire que j'avais enfin terminé. Après des semaines de travail, j'avais maintenant cette belle huile jaune pâle que j'espérais obtenir, et j'ai soigneusement commencé à la transférer dans un flacon. En faisant ça, j'ai été presque immédiatement frappé par l'odeur douce et agréable de cannelle, et à ce moment-là, j'étais quasiment sûr à 100% qu'il s'agissait de cinnamaldéhyde pur. Cependant, si je voulais la goûter, il fallait bien évidemment que j'en sois absolument sûr, et j'ai donc procédé à quelques tests. Comme pour le styrène, j'ai réalisé une FTIR et une RMN, et voici les résultats. Encore une fois, ces résultats pourraient ne rien signifier, mais une fois mis ensemble, ils m'ont confirmé que c'était bien du cinnamaldéhyde et qu'il était assez pur, ce qui m'a ravi. Car maintenant, après tout ce travail et tout ce temps, je pouvais enfin le goûter sans avoir trop à craindre qu'il ne me tue sur le coup. Cependant, je dois dire qu'il restait une chance qu'il contienne encore quelque chose de dangereux qui n'apparaissait pas sur le RMN, et en général, ce n'est pas une bonne idée de goûter des produits chimiques faits maison. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pris une petite quantité et je l'ai avalé. Wouah! Ok, c'est bien de la cannelle. Mais ça a un goût agréable. Et ça ne brûle pas autant que ce que j'avais imaginé pour de l'huile de cannelle, qui est totalement pure. Et aussi un peu sucrée. Toutes les autres saveurs que j'ai goûtées étaient horribles, bizarres ou me brûlaient la bouche, même lorsqu'ils étaient censés avoir un goût de raisin ou quelque chose comme ça. Mais ça devrait me brûler et ça ne me brûle pas tant que ça. C'est intéressant. J'avais donc bien obtenu de l'huile de cannelle à la fois délicieuse et savoureuse. Mais plus important encore, il était enfin temps d'essayer de faire des bonbons avec. Plus précisément, j'avais vraiment envie de réaliser des petits cœurs à la cannelle qui ont toujours été un de mes bonbons préférés. Et je voulais qu'ils ressemblent le plus possible aux classiques avec lesquels j'ai grandi. La seule partie délicate, c'est que j'ai rapidement découvert que pour les faire, c'était beaucoup plus difficile que je ne le pensais, et ça allait aussi être extrêmement coûteux. Cependant, pour faire court, j'ai fini par dépenser une somme d'argent obscène, et quelques mois plus tard, j'étais le fier propriétaire de cette machine à fabriquer des bonbons sur mesure. Pour être plus précis, il s'agissait principalement de rouleaux qui étaient personnalisés et des petits cœurs étaient gravés sur chacun d'entre eux. Ils avaient aussi exactement la taille et la forme que je souhaitais. Pour l'instant, ce n'est peut-être pas évident de comprendre comment cette machine fabrique des bonbons, mais vous comprendrez bientôt. Ceci étant dit, maintenant que j'avais la machine, j'ai enfin pu commencer et la première étape était de préparer une casserole avec un thermomètre attaché. Puis, j'ai versé dans la casserole un demi-verre d'eau, suivi de 2 verres de sucre de table ordinaire, ainsi qu'un quart de verre de sirop de maïs. Apparemment, c'était tout ce qu'il fallait pour fabriquer des bonbons sous forme solide, et la seule différence entre les recettes était la proportion de chaque ingrédient. La recette spécifique que j'étais en train d'utiliser venait de cette vidéo faite par la chaîne Flavor Lab, et elle m'a semblé être bonne. Mais dans tous les cas, après avoir tout ajouté, j'ai vite mélangé et quand j'ai trouvé que le mélange était assez homogène, j'ai allumé la plaque et monté le chauffage. Il ne me restait plus qu'à simplement le laisser chauffer et à surveiller attentivement le thermomètre. Car à mesure que le mélange chauffait et que l'eau s'évaporait lentement,
la température elle devait augmenter progressivement. Selon la vidéo de Flavor Lab, ça permettrait de faire passer le bonbon par plusieurs étapes, la première étant appelée petit boulet. J'avais besoin de ce qu'on appelle un grand cassé et qu'on obtient entre 143 et 154 degrés, si je voulais espérer obtenir un bonbon dur comme une sucette. Alors, j'ai juste laissé faire et au cours des 20 minutes suivantes, la température a lentement augmenté jusqu'à atteindre finalement les 143 degrés. J'ai décidé de laisser monter la température un peu plus, jusqu'à environ 150 degrés et au moment où il a atteint cette température, j'ai éteint le chauffage et retiré le thermomètre. À ce stade, la base du bonbon devait être prête à être aromatisée. Alors, je suis allé chercher ma précieuse huile de cannelle et j'ai soigneusement prélevé 3,7 ml, ce qui représentait la majeure partie. Je l'ai ensuite rapidement injecté dans le sucre encore très chaud. C'était assez intéressant de le voir juste rester au-dessus, sans pratiquement rien faire. Néanmoins, ce phénomène était dû au fait que le point d'ébullition du cinnamaldéhyde soit bien au-dessus de 150 degrés. Pour d'autres arômes, ça aurait sûrement été une mauvaise idée. Malgré ça, j'étais maintenant tout proche de la fin, et il ne me restait qu'un dernier ingrédient à ajouter, mais extrêmement important. Il s'agissait bien sûr de quelques gouttes de colorant rouge, potentiellement cancérigènes, mais absolument essentielles pour obtenir de véritables bonbons à la cannelle. J'ai vite mélangé et en moins d'une minute, il a pris une belle teinte rouge, mais comme je voulais qu'il soit plus intense, j'ai décidé d'en rajouter un peu plus. Après ça, j'ai effectivement obtenu la couleur rouge exacte que je recherchais, et à ce moment-là, tout semblait vraiment bien se passer. Je commençais cependant à me sentir un peu nerveux car ce qui allait suivre allait être la partie la plus difficile de cette expérience, et j'avais peur de tout gâcher. Toutefois, j'ai choisi de ne pas trop y penser, et j'ai rapidement retiré le sucre du feu pour le verser sur une plaque en silicone. Je l'ai ensuite manipulé pendant qu'il refroidissait, et normalement, il aurait dû se transformer en quelque chose qui devrait ressembler à de la pâte à pain. Mais pour faire court, ça ne s'est pas passé comme prévu et j'ai complètement raté mon coup. Au lieu d'obtenir quelque chose de doux et de malléable, je me suis retrouvé avec un amas de morceaux durs. Lorsque j'ai vu ça, j'ai vraiment commencé à paniquer, car je craignais d'avoir perdu la majorité de mon huile de cannelle. Un échec total. C'est pas compliqué, j'ai échoué. C'est tout. C'est fini et voilà nos bonbons. Je vous présente nos bonbons à la cannelle. Le pire, c'est que je n'ai trouvé aucune information en ligne, ni comment corriger le problème, et il semblait vraiment que je devais tout recommencer. En même temps, je me suis dit qu'il devait exister un moyen de le refondre sans avoir à le brûler ni le détruire complètement, et j'ai estimé que ça valait au moins la peine d'essayer. Je pensais également que je devais au moins essayer de ne pas perdre la majorité de mon huile de cannelle, et dans mon esprit, la meilleure étape pour débuter consistait à décomposer très minutieusement l'ensemble du sucre. J'ai obtenu de jolis petits morceaux que j'ai pu remettre dans la casserole. Puis j'ai remis la casserole sur la plaque de cuisson. De plus, j'ai ajouté une quantité aléatoire d'eau ainsi qu'une quantité totalement arbitraire de sirop de maïs et j'ai augmenté la température. J'ai ensuite simplement attendu que ça fonde et ce que j'espérais ici, c'était que toute l'eau en trop aiderait à empêcher le sucre de brûler et que le sirop de maïs supplémentaire le rendrait plus loin durcir. La seule chose qui me préoccupait légèrement, c'était que le fait de le chauffer une fois de plus pourrait potentiellement le faire caraméliser, et au moment où il a atteint les 150 degrés, il était nettement plus mousseux qu'auparavant. On aurait aussi dit qu'il brunissait, ce qui m'a vraiment effrayé, mais il semblait que c'était surtout parce que le colorant alimentaire se décomposait. J'ai donc ajouté un surplus de couleur rouge. J'ai bien mélangé et très rapidement toute la mousse avait disparu. Et le résultat avait vraiment l'air bien. Cependant cette fois-ci, je n'allais certainement pas le laisser refroidir, et je l'ai presque immédiatement retiré du feu pour commencer à le verser. Il était bien plus liquide que celui que j'avais réalisé précédemment, ce qui est une bonne chose,
et j'ai fait de mon mieux pour le remuer constamment. Pendant que je le remuais, je craignais encore de me retrouver une nouvelle fois avec seulement un tas de gros morceaux solides. Mais heureusement, ça ne s'est pas produit. À la place, il s'est lentement épaissi dans les minutes qui ont suivi. Et finalement, j'ai obtenu exactement le résultat que je voulais. C'était juste une masse de sucre gluante, qui ressemblait étonnamment à de la pâte à pain chaude, et j'étais heureux de constater que ma tentative de récupération avait réellement fonctionné. Malheureusement, je n'avais pas le temps de célébrer cette réussite, car je devais encore m'atteler à transformer toute cette masse gluante de sucre en petits cœurs à la cannelle avant qu'elle ne refroidisse, et il était temps d'utiliser ma machine. D'après ce que j'avais vu en ligne, le processus semblait très simple à réaliser. Il me suffisait simplement de la mettre dans les rouleaux, puis de l'écraser. C'est donc exactement ce que j'ai fait, et pendant la majeure partie du processus, tout semblait bien se passer et j'étais super content de voir se former de magnifiques petits cœurs. La seule chose étrange, c'est que l'appareil était beaucoup plus difficile à tourner que je ne le pensais, et je pense que c'était dû au fait que le sucre que j'avais mis avait un peu trop refroidi. On dirait presque qu'il est collé à la table. Il se pourrait également que j'ai procédé trop lentement, ce qui a solidifié le mélange. Et je n'ai réussi à presser que la moitié du sucre avant qu'il ne devienne beaucoup trop dur. D'accord. J'ai finalement décidé d'abandonner. Et honnêtement, c'était assez impressionnant de voir à quel point j'avais pu rater cette étape. Mais malgré ça, cette expérience n'aura pas été un échec total, puisque j'ai quand même réussi à obtenir plein de petits cœurs et ils étaient vraiment très jolis. Pour les séparer, il me suffisait de forcer légèrement avec mes mains et ils se sont émiettés très facilement, ce que j'ai trouvé très satisfaisant. Après ça, j'ai passé quelques minutes à séparer les cœurs qui étaient restés collés ensemble et à ce stade, j'étais presque arrivé au bout. En théorie, il ne me restait plus qu'une dernière étape, qui était celle d'enrober les bonbons de plus de sucre pour leur donner cet aspect classique que je voulais au départ. J'avais même acheté une machine complète pour m'aider dans cette tâche, mais après avoir vu à quel point ils étaient beaux sans enrobage, j'ai décidé de les laisser tels quels. Il y avait quelque chose que j'aimais particulièrement sous cette forme, et maintenant, après des mois de travail sur ce projet, j'avais enfin terminé. Enfin terminé. Et je pense qu'il ne me reste plus qu'une chose à faire. Après tout ce dur labeur, je vais voir si tout ceci en valait vraiment la peine. On va voir ça. Oh là là. Ça a un goût. Je suis surpris car ça a exactement le goût des bonbons à la cannelle. C'est vraiment bon. Et c'est très précisément la saveur que je cherchais à obtenir. En fait, ça ne sent ni trop la cannelle ni pas assez. Un bonbon à la cannelle doux et agréable. La seule chose un peu surprenante, c'est qu'ils sont censés être croquants. Mais ceux-là, ils sont plus durs à mâcher. En gros, on dirait que j'ai fait des bonbons Jolly Rancher avec un cœur à la cannelle. Celui-là est plus croquant bizarrement. Et plus parfumé. Il est évident que je dois sérieusement améliorer mes compétences en matière de confiserie, mais dans l'ensemble, je suis assez stupéfait de les avoir si bien réussis. Donc au final, malgré un impressionnant manque de compétences en matière de confiserie, je pense pouvoir considérer ce projet comme un succès. Je veux dire, j'ai quand même réussi à transformer un tas de vieux gobelets en polystyrène en de jolis petits bonbons à la cannelle, et même s'ils n'étaient pas exactement parfaits, je suis quand même vraiment satisfait du résultat. Ce qui sera également amusant, c'est que dans le futur, j'ai l'intention de revisiter tout ce processus de fabrication de bonbons, et j'ai déjà quelques projets qui, je pense, seront vraiment intéressants.
Cependant, entre-temps, je vais faire une petite pause dans la fabrication de bonbons et je vais me concentrer sur des projets un peu plus dangereux, comme transformer l'air en bombe par exemple. C'est une vidéo que je n'aurais probablement jamais réalisée, parce que je sais que YouTube n'aurait certainement pas apprécié. Mais je suis très heureux d'annoncer que c'est maintenant possible grâce à Nebula, qui est également le sponsor de cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas Nebula, il s'agit d'un service de streaming vidéo géré par ses créateurs, avec des contenus de nombreux créateurs tels que The Sotemporium, Tirzu et Real Engineering. Vous retrouverez aussi un grand catalogue de Nebula original qui contient à la fois des émissions, des films, des documentaires, et même des contenus bonus exclusifs de divers créateurs. Et vous pourrez profiter de tout ça sans publicité. Personnellement, j'ai vraiment apprécié la série de voyages proposée par Wendover Productions appelée Jetlag The Game, qui met en scène de nombreux créateurs que vous pouvez connaître et qui participent à des défis liés au voyage partout dans le monde. Cette émission a également été financée et produite par Nebula, ce que je trouve vraiment cool, surtout car je fais partie de Nebula. En tant que créateur sur Nebula, je proposerai un accès anticipé à de nouvelles vidéos, ainsi que toutes mes anciennes publications, y compris Nell Blue, ainsi que les vidéos que j'ai dû retirer de YouTube. Je vais également réaliser d'autres vidéos qui je sais déjà risquent de ne pas plaire à YouTube, comme celles que j'ai mentionnées plus tôt. Mais grâce à la plateforme Nebula, je suis excité de les faire, même si YouTube risque de les démonétiser. Ceci étant dit, je pense vraiment que Nebula est une excellente plateforme, surtout en raison du soutien qu'elle apporte à tous les créateurs, et je vous recommande vraiment de la découvrir. Vous pouvez également vous y rendre dès maintenant, en cliquant sur mon lien dans la description, et vous pourrez ainsi obtenir jusqu'à 40% de réduction sur un abonnement annuel. Ce qui vous revient à seulement 2,50 $ par mois, et une partie de cet argent soutiendra directement cette chaîne. Et voilà. Comme toujours, un grand merci à tous mes supporters sur Patreon. Tous ceux qui me soutiennent peuvent voir l'ensemble de mes nouvelles vidéos au moins 24 heures avant leur mise en ligne sur YouTube. Vous aurez également accès aux anciennes vidéos que j'ai dû retirer. Et en me soutenant avec 5 $ ou plus, votre nom sera affiché à la fin comme ici.